Donc, pour la politique agricole commune, les changements au niveau des exploitations ovines et caprines, donc on va aborder l'aide couplée ovine, il n'y a pas d'aide couplée caprine. La MAEC, race locale menacée, la MAEC tournière, qui a quand même un point particulier pour les ovins, l'écorégime couverture longue du sol, qui intéresse quand même certainement les pâtureurs de couverts végétaux, et les pâtureurs de regain en hiver, enfin l'écorégime prairie permanente, et puis tout l'impact qu'il y a de cette nouvelle PAC sur l'agriculture biologique et l'autonomie fourragère, de nouveau pour les élevages ovins et caprins. Alors, l'aide couplée ovine, c'est quand même un très très gros morceau. C'est peut-être le morceau qui va être le plus difficile à digérer. Hein. Donc, qu'est-ce que l'on a dans l'aide couplée ovine? Tout d'abord, il faut savoir que l'aide est maintenue à 27 €. Donc, c'est pour toutes les brebis femelles de plus de 6 mois. Hein. Ça, c'est le montant unitaire prévu à la base, avec un montant minimal de 24 €. Pour nous, le montant minimal sera relativement vite atteint. Mais donc, on est certain, en tout cas, d'avoir une aide qui sera comprise entre 27 et 24 €. Il y a une suppression des références par exploitation, c'est-à-dire que si vous avez cette année-ci 250 brebis, l'année prochaine, vous en avez 400, vous aurez cette année-ci 250 références, l'année prochaine 400. Si vous revenez à 160 après, vous aurez 160 primes. Donc, vous aurez un nombre de primes lié au nombre de moutons, en tout cas au nombre de moutons primables sur l'exploitation l'année de la demande. Donc, le budget pour l'aide couplée est augmenté d'environ 1,5 en passant de plus ou moins 600 000 € à environ 950 000 € en moyenne annuelle. On verra par la suite que ce n'est pas exactement 950 000 € chaque année, mais ce sera croissant. Et enfin, l'aide couplée ovine n'est réservée qu'aux éleveurs détenteurs de 30 à 400 brebis par personne physique. Donc, en dessous de 30 brebis, vous n'avez pas le droit, donc 30 brebis de plus de 6 mois, hein, c'est toujours ça, les femelles de plus de 6 mois. En dessous de 30, vous n'avez pas droit à l'aide couplée. Et au-dessus de 400, en fait, il faut participer à ce qu'on appelle le déplafonnement. Donc, si vous êtes 2 personnes physiques à temps plein sur l'exploitation, vous aurez droit à 800 aides couplées. S'il y a 1,5 équivalent temps plein, vous aurez droit à 600 aides couplées. Pour autant que les équivalents temps plein aient une proportionnalité dans les parts qu'ils ont sur l'exploitation. Donc, ça, ce sont les mêmes règles de déplafonnement que pour les autres spéculations, hein, bovines et autres. Alors, dans la mise en pratique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire une demande de référence annuelle dans la déclaration de superficie. Donc, au niveau de la rubrique 6B, l'aide couplée, donc il y a une question, hein, est-ce que je demande à bénéficier de l'aide couplée pour les ovins et je déclare un nombre de brebis de plus de 6 mois? Il faut cocher donc oui, ici, et ensuite déclarer le nombre de brebis. C'est très important, le nombre de brebis qu'on va déclarer ici va être la référence, pardon, la référence annuelle. Donc, si vous demandez 200 brebis, vous aurez 200 références pour cette année-ci. Si vous obtenez 250, du coup, vous n'aurez que 200 primes maximum. Hein. Si vous tenez plus de 400 brebis, l'idéal est de marquer 400. On en discutera plus loin. Ensuite, il faut encoder tous les animaux dans l'application animale entre le 1er et le 30 avril. Donc, pour accéder sur l'application animale, donc, on a le petit onglet ici, identification. On clique dessus, sur ouvrir. On doit ensuite cliquer sur la petite ferme et enfin cliquer sur les 3 petits moutons et seulement on arrive sur l'application animale. C'est vrai que ce n'est pas l'application la première qu'on va trouver sur le Pacon Web. Enfin voilà, le petit chemin pour y arriver. Donc, tous les animaux présents le 1er avril, on les encode entre le 1er et le 30 avril. Ensuite, on doit encoder tous les mouvements d'animaux entrants et sortants. Pour l'aide couplée, on encode uniquement les animaux femelles, du coup, de plus de 6 mois, tous leurs mouvements. Entre le 1er octobre et le 31 octobre, on doit encoder tous les mouvements effectués jusqu'au 30 septembre. Hein, donc, à partir du 30 septembre, c'est figé et on a tout le mois d'octobre pour envoyer les mouvements. De nouveau, dans l'application animale, hein, donc ouvrir, petite ferme, petit mouton. Alors, on va travailler sur l'aide couplée avec le nombre minimal observé. Donc, le paiement de la prime, il est prévu pour un nombre de brebis minimum observé. Donc, c'est ce qu'on va voir. C'est le nombre minimum de brebis qu'on va observer à un moment donné sur l'entièreté de la période de rétention, donc du 1er avril au 30 septembre. Donc, ici, on va prendre un premier cas. Hein, donc, quelqu'un qui, dans sa DS, va demander 200 primes brebis. Encode dans Animal 200 brebis. Après, il a une vente de réforme, de la mortalité, de la prédation, toutes sortes de choses, d'événements qui peuvent arriver. Pour simplifier, tout est arrivé le même jour, ici, le 30 juin.
on perd 30 animaux admissibles. Du coup, c'est ce qu'on voit sur le graphique. On est à 200 brebis. Le 30 juin, on perd 30 brebis. Et nos annuels de renouvellement atteignent l'âge de 6 mois seulement le 1er juillet. Imaginons que toutes nos annuelles sont nées le même jour, 60 bêtes, donc qui vont couvrir effectivement plus que ce qu'on demande, puisqu'on demande 200. Les 60 bêtes arrivent et remontent à 230. Mais le nombre minimal observé, en fait, c'est ici 200 moins 30, 170, ce qu'on voit encadré en rouge. Et donc, on n'aura que 170 primes couplées, même si, en moyenne, on avait plus que 200 brebis, et donc plus que ce qu'on demandait, c'est-à-dire 200 primes. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Ensuite, un deuxième cas ici, où là, on demande 200 primes dans l'aide couplée. On encode dans l'animal 200 brebis au 1er avril. On vend des réformes, on a de la mortalité, de la prédation, mais qui arrive au 1er juillet ici, qui nous fait perdre 30 animaux, comme dans le précédent exemple. Mais nos agnelles ont atteint l'âge de 6 mois le 15 juin. Chance pour nous, enfin chance ou plutôt prévision, si ce sont des réformes. Nos 60 brebis admissibles arrivent le 15 juin, on monte à 260 bêtes. Ensuite, le 1er juillet, on vend, on redescend à 230, on reste à 230 jusqu'au 30 septembre. Le nombre minimum observé dans ce cas-ci est de 200 brebis, et donc on obtiendra bien les 200 primes demandées dans la DS, puisqu'on a fait une demande dans le cas 2 de 200 primes dans la DS. Donc c'est vraiment ça, cette notion de nombre minimal observé. Donc quand vous faites vos ventes, regardez à l'âge de vos agnelles ne compteront qu'à partir de l'âge de 6 mois accompli. Donc si elles sont nées le 1er janvier, elles ne compteront qu'à partir du 1er juillet. Et donc, ça, il faut en tenir compte. Ce sera tous les moutons qui compteront plus loin dans les écorégimes ne seront pas tous comptés par animal. Donc, l'application animale, elle sert aux aides couplées et à la MAEC qu'on va voir ensuite. Donc, vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre ici, ce nombre minimal observé qui pourra vous amener quand même des soucis si vous faites une demande de DS trop élevée. Donc, les pénalités. Ce qu'on sait, c'est que pour le moment, toutes les pénalités ne sont pas encore connues dans les détails et on n'a pas encore d'idée claire de comment vont être appliquées ces pénalités. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une différence trop élevée apparaît entre la demande, donc ce qu'on encode dans la déclaration de superficie, et le nombre minimal observé. On pourrait avoir une pénalité. Dans l'exemple qu'on a repris, qu'on avait au départ, donc 200 brebis, on observe 170. On a une différence quand même ici de 30 brebis, ce qui représente 15%. Je pense que ça peut commencer à compter pour avoir une pénalité. Au-dessus de 10%, il y a quand même des chances qu'on ait des pénalités. Et donc, si on part du principe, et ça, c'est vraiment, ce n'est pas certain, donc on n'est pas sûr de ça, mais dans l'idée, si on part sur le même principe de pénalité que par le passé, quand on dépassait 10%, on doublait la pénalité. Donc, si là, pour 170 primes, on est à 15% de différence, ça veut dire qu'on appliquera le double, donc 30% de différence. Donc, au lieu de toucher 170 primes sur les 200 demandés, on n'en toucherait que 140 sur les 200 demandés, même si le nombre minimal observé était 270. Donc, c'est pour ça que moi, je fais quand même un appel à la prudence dans la demande de l'ADS. Si vous avez 200 brebis, il n'est pas toujours judicieux de demander exactement 200 aides couplées, même si la suppression des références est là. Attention à ces pénalités. Et enfin, si vous avez plus de 400 brebis par personne physique, et donc le déplafonnement n'est pas utilisable, si vous êtes seul sur l'exploitation et que vous avez 500 brebis, faites une demande de 400 références dans votre DS. Ça vous permet d'éviter toutes les pénalités possibles. Normalement, si vous avez 500 brebis, quand même assez peu de chances que vous perdiez 100 brebis, en tout cas, je vous le souhaite, avant l'arrivée des annuels de renouvellement. Et donc, une demande de 400 vous permettra d'obtenir d'office les 400 primes. Dans toutes les autres situations, un appel à la prudence est quand même nécessaire. Enfin, voici les quelques détails du plan stratégique wallon. Donc, il y a quand même une augmentation du nombre de bénéficiaires qui a été prise en compte, une augmentation de 4 à 5% du nombre de bénéficiaires qui a été prise en compte. Donc, même si on travaille sur une enveloppe fermée, l'aide couplée, qui est une enveloppe fermée, on a déjà, dès le départ, prévu que le nombre de moutons continue d'augmenter. Donc, ils ont prévu en 2023 qu'il y aurait environ 32 000 et quelques brebis primées, pour arriver en 2027 à 38 000 et quelques brebis primées. Ça, c'est prévu dans le plan stratégique de la PAC. Ce qu'on sait aussi, c'est que des brebis primables, donc des brebis de plus de 6 mois détenues par des éleveurs de plus de 30 brebis,
il y en avait 52 463 en 2021. Donc, on se doute que les 27 euros prévus de base, dont j'ai parlé au départ, vont quand même rapidement arriver à 24, c'est-à-dire l'entièreté de la somme utilisée. C'est-à-dire si 60% des éleveurs, donc 60% des 52 000, ça fera 32 000. Si seulement 60% des éleveurs étant en capacité de demander l'aide couplée le font, on sera aux 32 000. Donc, il y a quand même de grandes chances qu'on soit au-dessus. Voilà, ça, c'est encore une fois une spéculation, mais c'est juste pour être au courant. Mais enfin, il y a quand même une augmentation du budget qui s'ensuit pour maintenir le niveau de la prime. Donc, les primes ovines distribuées en 2022, il y en a eu 27 000 primes qui ont été distribuées pour environ 600 000 euros. Le budget alloué pour 2023, il est de 880 000 euros. Et pour atteindre en 2027 1 45 000 euros, pardon. Donc avec une moyenne, comme je le disais tout à l'heure, de 950 000 euros. Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour l'élevage ovin. Donc, c'est quand même un facteur d'encouragement pour la production ovine et pour les éleveurs ovins wallons. Alors, sur l'aide couplée, je ne sais pas si vous avez des questions déjà maintenant sur l'aide couplée, sinon on continue. Alors, on va continuer donc pour arriver sur les races locales menacées. Donc, les races locales menacées, la MB11 sous sa variation C. Excuse-moi, Nicolas, j'avais une question. Oui. Je trouve ça un peu étonnant de voir que la prédation est reprise au même niveau que des brebis de réforme. Oui, La prédation n'est pas du tout responsable. Oui, c'est juste moi qui ai pris les exemples. Donc, la prédation n'est pas reprise par l'administration. C'est juste moi qui ai pris tous des cas types qui feraient disparaître un certain nombre de brebis, quoi. Effectivement, je pense que la prédation en recours, donc dans le cas ici, tu aurais 30 animaux en prédation qui partent avant l'arrivée des agnelles. Je pense que vraiment, si c'est le cas pur de la prédation en recours, il y a quand même assez peu de chances que tu sois refusé. OK. Maintenant, si c'est une ou deux brebis, de toute façon, tu n'auras pas de pénalité. Tu vois, si tu as 200 brebis et que tu as 190, à cause d'une ou deux brebis prédatées, voilà, tu perdras une ou deux primes couplées pour ces brebis-là, mais tu n'auras pas de pénalité derrière. C'est juste moi qui ai mis la prédation parce que voilà, elle est là quand même. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on continue donc sur les races locales menacées. Donc, le principe de base, quand même, c'est qu'il n'y a plus de pré-demande. Mais ça, c'est pour l'entièreté des MAEC. Donc, la première demande se fait directement dans l'ADS. Il n'y a plus de notion de pré-demande à faire l'année avant. Globalement, les règles sont inchangées. Il faut encoder les animaux pour le 31 janvier. Et là, on les encode aussi dans Animal. Et ici, il faut que ces animaux soient inscrits au livre généalogique. Donc, c'est le laitier belge, entre Sambre et Meuse, Ardennais tacheté, Ardennais roux et Merguelade, les 5 mêmes races qu'avant, inscrits au livre généalogique, et tous les mois, EleVeo envoie les données des éleveurs, des livres généalogiques à l'administration. Attention qu'ici, on est pour les mâles et les femelles qui sont admissibles à partir de 6 mois. Donc, quand vous encodez et que vous êtes en MB11, que vous avez la M1, la race locale menacée, encodez vos mâles et femelles en janvier. Vous encodez vos mouvements au mois d'avril pour l'aide couplée et vous réencodez vos mouvements pour l'aide couplée dans Animal toujours au mois d'octobre. Et l'année suivante, vous recommencez puisque c'est un engagement de 5 ans. Ce qui sera la différence avec les éco-régimes. Ici, c'est un engagement de 5 ans, c'est un engagement pour le maintien de la troupe. Donc, si on veut des animaux supplémentaires, soit ils sont non valorisables, soit il faut un nouvel engagement. Et il n'y a pas de nombre minimum ici. Vous pouvez engager des animaux, des 5 moutons en race locale menacée. Ça peut valoir la peine. Et pourquoi ça peut valoir la peine, la MAEC, race locale menacée? Parce qu'en fait, il y a une augmentation de l'aide de 10 euros par brebis, ce qui amène chaque brebis quand même à 40 euros. Donc, même si vous avez 10 brebis, vous pouvez quand même aller chercher 400 euros de race locale menacée. Et il n'y a pas non plus de nombre maximal par personne physique. Donc, si vous avez 500 Mergeland, vous pouvez aller chercher 400 aides couplées
de 27 € ou de 24 € entre les deux. Et ensuite, ici, donc le prix, par contre, il est fixe et définitif de 40 €. Lui, vous irez le chercher 500 fois au lieu de 400 pour l'être couplé. Hein, donc, ça, c'est l'avantage. Pour toute question vraiment relative aux races locales menacées, je vous renverrai vers Nata Griwal qui, eux, maîtrisent vraiment l'ensemble des MAEC et pourront vraiment vous guider sur comment travailler les races locales menacées. Mais en tout cas, pour les moutons, il y a quand même des opportunités, notamment via le pâturage de réserves naturelles et autres. Alors, la MAEC suivante, donc c'est la MAEC sur les tournières, la MB5. La MB5 concerne assez peu les moutons en soi, c'est quand même une MAEC à orientation grande culture qui aura quand même normalement plus d'amour de la part des cultivateurs puisqu'elle permet, les tournières en tout cas, permettent d'aller chercher de la conditionnalité, donc la BCAE 8, en sachant que s'ils vont mettre des tournières et de la MB5 en même temps, vous, avec vos moutons, vous avez le droit d'aller les pâturer du 16 juillet au 31 octobre. Attention cependant qu'il faut laisser une zone de refuge de 2 mètres de large, mais comme les tournières vont être acceptées sur de plus grandes largeurs, sur des largeurs pouvant aller jusqu'à 20 mètres, laisser 2 mètres, ça laisse quand même encore 18 mètres. Vu la longueur des tournières, ça peut être un apport de fourrage en plein été et début d'automne, qui sont quand même souvent des périodes, en tout cas ces dernières années, des périodes de sécheresse et où les réserves fourragères manquent. Le pâturage par d'autres espèces n'est à aucun moment autorisé, donc c'est quand même clairement quelque chose en faveur de l'ovin. Ça vous permet d'utiliser vos clôtures temporaires, vos clôtures mobiles, qui sont quand même assez peu utilisées au mois de juillet et au mois d'août sur les couverts végétaux. Donc, ça vous permet de placer ces clôtures-là. Seule compétition qu'on aura entre les ovins, c'est avec la fauche, qui elle aussi est autorisée entre mi-juillet et fin octobre, tout en laissant également 2 mètres de large non utilisés. En tout cas, non fauchés ni pâturés. Donc voilà, c'est quelque chose à garder en tête si vous discutez avec vos voisins qui mettent des tournières en MAEC. Vous pouvez les pâturer entre mi-juillet et fin octobre, à réfléchir au cas par cas, mais en tout cas, c'est autorisé. Alors, on va quitter donc les MAEC pour arriver dans les écorégimes. Donc, les écorégimes, ce sont ce nouveau verdissement, en tout cas, c'est le budget verdissement qui a été un petit peu transféré vers les écorégimes. On va en aborder juste deux, la couverture longue du sol et l'écorégime prairie permanente, qui sont deux écorégimes ayant de la valeur spécifiquement pour les élevages ovins et caprins, peut-être même encore plus pour l'élevage ovin, se permettant de pâturer plus régulièrement hors exploitation. Donc, le principe de base de l'écorégime couverture longue du sol, c'est de donner une aide à toutes les personnes qui ont des sols couverts entre le 1er juillet et le 15 février. Donc, je ne vais pas aborder plus loin vraiment le principe de base de cet écorégime, mais grosso modo, ce sont toutes les prairies, les intercultures, les cultures d'hiver, toutes les parcelles qui vont être couvertes, donc même les repousses, à condition qu'elles soient assez denses. Ce qui est bien, c'est que le pâturage est autorisé sans contrainte additionnelle. On aura des contraintes sur le pâturage hivernal par d'autres écorégimes, notamment l'écorégime prairie permanente, où là, on va voir qu'il y a pas mal de cas de discussion. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui va chercher une couverture longue du sol, il n'y a aucune contrainte additionnelle. Donc, si vous pâturez du couvert végétal d'interculture chez un céréalier, ça ne change rien par rapport à maintenant vis-à-vis de l'écorégime couverture longue du sol. La destruction de la partie aérienne est possible dès le 15 février, donc si vous le 15 janvier, pardon, excusez-moi. Si vous arrivez sur un couvert qui a un peu gelé début janvier et que vous le pâturez à stock dès le 15 janvier, il peut être détruit. Donc ça c'est quand même relativement bien aussi pour permettre le pâturage. Et certaines parcelles peuvent être du coup pâturées jusqu'au bout dès le 15 janvier. Attention quand même que souvent les couverts végétaux d'interculture sont combinables avec des SIPAN et des SIE.
il faut respecter toutes les législations en permanence. Hein. Donc, il faut se méfier de ça. Et donc, pour respecter toutes les législations, il faut aussi respecter la législation PGDA qui impose le contrat de pâturage. Pardon. J'ai un éleveur qui n'arrive pas à se connecter. Voilà. Hop, comme ça, il nous rejoint. Donc, il faut respecter l'entièreté des législations. Le PGDA, vous êtes obligé de faire un contrat de pâturage pour l'entièreté des parcelles, contrat de pâturage qui doit être fait avant la mise à l'herbe, définissant les parcelles, le nombre de jours et le nombre d'animaux pour influencer sur le LS. Donc voilà, c'est juste ça que vous devez respecter, sinon absolument rien n'a changé par rapport à avant. Alors, l'éco-régime prairie permanente conditionné à la charge en bétail. C'est peut-être ici que l'on va avoir le plus de discussions par rapport aux possibilités pour les élevages ovins en fonction des régions agricoles. Les réponses ne seront pas les mêmes, en tout cas, les possibilités qu'offre cet éco-régime ne seront pas les mêmes. Ce que je vous annonce, ce sont les dernières nouvelles que j'ai reçues du cabinet début de semaine. Tout ça, c'est fixé, en tout cas, normalement, tout est fixé pour 2023. Il y a peut-être des évolutions possibles en 2024. Voilà, moi, ce que je vous donne, ce sont les dernières infos mises à jour ici pour le 30 mars. Donc, cet éco-régime lié à la charge en bétail, quel est le principe de base? C'est qu'il y a deux niveaux d'aide dans le même éco-régime. Ça, il faut vraiment bien le retenir. Il y a un niveau d'aide de base de 40 € pour toutes les prairies permanentes permettant d'atteindre le minimum de 0,6 UGB par hectare. On en discutera après hein, donc de cette valeur. Et enfin, on a une aide complémentaire liée à la charge en bétail. Et la charge en bétail, ce sont ces fameux UGB par hectare de superficie fourragère. Hein, donc, on va vraiment définir cette charge en bétail pour l'aide complémentaire. Donc, toujours bien retenir une aide de base, une aide complémentaire. Ça, c'est important. Alors, la charge en bétail, ce qui va être vraiment important, hein, puisque ça peut être parfois plus élevé que l'aide de base. La charge en bétail peut être plus élevée que les 40 € dans certaines situations. Comment se calcule cette charge en bétail? On a de la chance pour les exploitations n'ayant que des moutons ou des chèvres. C'est relativement simple à calculer. Donc, la charge en bétail, ce sont des UGB par hectare de superficie fourragère. Donc, on a deux niveaux, un numérateur et un dénominateur. Le numérateur, c'est la somme de tous les UGB de l'exploitation. Donc, quand vous avez un bovin mâle de 2 ans et plus, s'il reste 365 jours chez vous, c'est un UGB. Les génisses, les vaches laitières, les bovins de 1 à 2 ans exclus, 0,7. Eux, ceux qui nous intéressent, ce sont les ovins et les caprins, qui sont à 0,1 UGB par ovin caprin de plus de 6 mois. Donc, tous les agneaux de moins de 6 mois ne comptent pas. On va le voir dans un petit exemple. Donc, pour les ovins et les caprins, les UGB sont fixés lors du recensement du 15 décembre de l'année précédente. C'est ça qui est différent de l'aide couplée. C'est-à-dire que ce que vous encodez dans Animal ne comptera que pour l'aide couplée et la MEAC MB11C. Tandis qu'ici, c'est le recensement dans Sanitel, donc c'est le papier ou les données que vous encodez dans Cerise ou le papier que vous renvoyez à l'ARCIA fin d'année. C'est lui qui fixe. Et donc, on va regarder ici un petit cas d'exemple. Lors du recensement, on a 10 mâles de moins de 6 mois, 10 femelles de moins de 6 mois, 2 mâles de 6 à 12 mois, 50 femelles de 6 à 12 mois, 12 mâles de plus de 12 mois et 250 femelles de plus de 12 mois. Voici un exemple type. Ça, ce sont les 6 cases que vous remplissez sur Cerise ou sur votre papier que vous renvoyez à l'ARCIA. Donc, on a un total de 334 ovins, hein, donc 10 et 10, 20, 22, 72, 74, 84, 334. Voilà, ça, c'est la somme de tous nos moutons. Le total des ovins de plus de 6 mois, c'est 314. Donc, 334 moins tous les ovins de moins de 6 mois, puisqu'ils valent 0 UGB. Donc, on est à 314 ovins de plus de 6 mois. 314 fois 0,1, hein, ici, donc 314 fois 0,1 égale 31,4 UGB.
Si vous n'avez que des moutons, c'est très simple, vous connaissez le 1er janvier, vous connaissez la totalité de vos UGB pour l'année, et donc vous avez un numérateur fixe. Quand vous avez des bovins, des chevaux, des cervidés, des camélidés, cervidés et camélidés sont repris dans le recensement de l'ARCIA, la même chose. Les équidés, eux, ils sont repris dans votre déclaration de superficie, ce sont les chevaux que vous déclarez dans votre DS. Par contre, toutes les vaches ici, ça, c'est à suivre au jour le jour sur cerise. Donc, c'est plus complexe quand vous avez bovin, ovin à suivre. En tout cas, votre charge en bétail UGB est connue dès le 1er janvier pour les moutons. Notre exemple, 31,4 UGB. Maintenant qu'on connaît le numérateur de cette charge en bétail, donc UGB par hectare, on va se concentrer sur le dénominateur du coup. Qu'est-ce que c'est que la somme des superficies fourragères? Le dénominateur, donc, c'est la somme de toutes les superficies fourragères de l'exploitation. Superficie fourragère, en fait, ça comprend les prairies permanentes, les temporaires, les légumineuses prairiales, les vergers hautes tiges, les autres cultures fourragères type maïs, mélange de céréales légumineuses, etc., la luzerne et autres. Attention qu'ici, on va prendre en compte les contrats de pâturage uniquement pour les prairies permanentes et temporaires. C'est-à-dire que si vous allez pâturer des prairies permanentes ou temporaires chez un voisin, ces hectares-là vont rentrer dans votre superficie fourragère et vont sortir de la superficie fourragère de l'autre exploitant. Alors, ici, un petit exemple. Donc, on a 15 hectares de prairies permanentes, 5 hectares de prairies temporaires, 5 hectares de maïs en silage, 5 hectares de luzerne, des contrats de pâturage de prairies temporaires, 5 hectares, des contrats de pâturage de couverts végétaux, 10 hectares. Et donc, quand on somme, on a 15, 20, 25, 30, 35, 45 hectares. Mais la superficie fourragère, ne reprenant pas les contrats de pâturage de couverts végétaux, on n'a que 35 hectares de superficie fourragère. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que les contrats de pâturage pour tout ce qui va être autre que prairies permanentes et temporaires, donc panneaux solaires, ça ne compte pas. Couverts végétaux, ça ne compte pas. Des vignobles, ça ne compte pas. Si vous allez dans des usines, ça ne comptera pas non plus, s'ils ne sont pas déclarés en prairie. Donc voilà, tout ça, ce sont des contrats qu'on ne prendra pas en compte, en tout cas pour 2023, comme je l'ai déjà dit. Donc, le calcul de la charge en bétail se fait donc à 2 niveaux. D'abord, les UGB, le numérateur, et enfin le dénominateur avec la superficie fourragère. Ici, 31,4 UGB, 35,4 hectares de superficie fourragère. Quand on met les deux, on est à 0,9 UGB par hectare. Voilà, on vient de calculer la charge en bétail de l'exploitation. De nouveau, si vous avez une exploitation où vous ne faites pas de contrat de pâturage sur des prairies permanentes ou temporaires, dès votre déclaration de superficie, vous connaissez vos UGB et votre superficie fourragère, puisqu'elle ne variera plus au cours de l'année par des contrats. Une fois que vous connaissez ça, vous savez calculer votre charge en bétail vous-même de manière relativement simple, exploitation par exploitation. Alors, dans le cas de notre exemple ici, quel va être le niveau d'aide du coup pour cet éco-régime? Comme on est à 0,9 UGB par hectare, on va aller chercher 15 hectares de prairies permanentes, et donc c'est ce qu'on avait, 15 hectares de prairies permanentes, à 40 € d'aide pour l'aide de base. Et comme on est à 0,9 UGB par hectare, on se situe entre 0,6 et 2, on a 68 € pour les 15 hectares d'aide complémentaire. Si on dépasse 3 UGB, on n'a plus d'aide complémentaire. Et ceci disparaît en 2025, ceci disparaît en 2027. Donc, à terme, il faudra arriver en dessous ou égal à 2,8 UGB par hectare de superficie fourragère. Alors, ça, c'est pour notre petit cas. Quid de si la charge est inférieure à 0,6 UGB par hectare? Puisque, comme je l'ai dit au tout début, l'aide de base est quand même conditionnée à une charge minimale de 0,6 UGB par hectare. Sachant que les ovins, comme je l'ai dit, pèsent à raison de 0,1 UGB, ça veut dire qu'il faut quand même 6 moutons par hectare de superficie fourragère. Certains éleveurs bio, on en parlera plus tard, ou dans certains cas de pâturage uniquement basé sur de la prairie permanente,
cela peut poser problème. Par rapport à avant, il faut savoir que par le passé, les ovins comptaient pour 0,15 UGB. Donc, si la charge est par exemple de 0,3, de nouveau, j'ai pris un exemple relativement basique, 0,3, du coup, il faut doubler la charge à l'hectare. Donc, l'aide de base, elle serait payée sur 7,5 hectares, c'est-à-dire la moitié. Donc, c'est-à-dire le nombre d'hectares pour ramener la charge à 0,6. Et l'aide complémentaire, hein, elle serait payée, elle aussi, de l'aide complémentaire de 68 € sur 7,5 hectares, soit la charge nécessaire pour ramener à 0,6. Dans l'exemple que je présente ici, hein, avec 35 hectares de superficie fourragère, si on est à 0,3 UGB, il faut quand même se rendre compte que pour arriver à 0,6 pour 35 hectares, il faudrait ramener donc 0,3 UGB par hectare. 0,3, ça veut dire 3 moutons par hectare fois 35 hectares, il faut ramener à peu près 105 moutons sur l'exploitation. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée, c'est quand même pas négligeable sur une exploitation ici qui ne fait que 35 hectares. Hein, donc, si on est à 0,3, en fait, on est à 105 moutons. Et pour arriver à 0,6, il faut 210 moutons pour 35 hectares, ce qui est relativement raisonnable en termes de charge. Quand on a du maïs, de la luzerne et des contrats de pâturage de prairies temporaires, si on a uniquement des prairies permanentes en Natura 2000 à forte contrainte, c'est peut-être plus compliqué. Voilà, c'était juste pour exprimer le problème du 0,6 dont on reparlera plus tard au niveau de la MAEC, autonomie fourragère, et de l'aide en bio. Alors, quelles sont les interdictions pour cet éco-régime conditionné à la charge en bétail? C'est l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, sauf en application localisée sur les chardons, le rumex, hein, mais donc pas de destruction totale de prairies ou pas de traitement total au pulvérisateur à rampe. Donc, c'est pulvérisateur à dos ou pulvérisateur à lance. Il est interdit de pâturer sur les parcelles avec des animaux non issus de l'exploitation, donc non issus de la charge, du calcul de la charge en bétail. Vous ne pouvez pas pâturer des parcelles avec des moutons qui n'ont pas servi au calcul de la charge. Il vous est aussi interdit d'épandre des lisiers de porcs et des fientes de poules issus ou non de l'exploitation, sauf si votre LS est inférieur à 0,6 et qu'il n'y a pas d'autre apport d'engrais minéral sur la parcelle. Et il est interdit d'épandre du fumier de ruminants importé, sauf de nouveau si votre LS est inférieur à 0,6 et qu'il n'y a aucun apport d'engrais minéral sur la parcelle. Maintenant, je vais reprendre quelques cas typiques d'ovins, donc de situations avec des ovins, et voir ce qu'on peut faire sur ce qu'on peut faire donc pour l'éco-régime prairie permanente. Alors, le pâturage hivernal des regains de prairies temporaires, il est autorisé, hein, puisqu'on n'est pas sur le pâturage des prairies permanentes, et donc pâturer des parcelles avec des animaux non issus de l'exploitation est interdit sur les prairies permanentes, mais sur les prairies temporaires, il est autorisé. Attention cependant que comme ce sont des prairies temporaires, le contrat de pâturage transférera les hectares de prairies permanentes pâturées du cédant vers le preneur. Donc, si vous allez pâturer des regains avec vos moutons, vous pourriez très facilement, fortement impacter votre charge en bétail et celle de l'éleveur, vous donnant des regains. Parce que si vous pâturez 30 hectares de prairies temporaires chez un agriculteur, vous avez 30 hectares de plus dans votre superficie fourragère, ce qui pourrait très largement vous descendre en dessous de 0,6. Et lui perd 30 hectares de prairies permanentes, de prairies temporaires, donc 30 hectares de superficie fourragère, qui pourrait très rapidement l'amener au-dessus de 3. Ce qui ferait, si on reprend l'exemple ici, qui amènerait au-dessus de 3, 0, et vous, en dessous de 0,6, 0. Ce qui serait quand même négatif pour les deux. Donc voilà, il faut le savoir, c'est autorisé, mais attention que là, le transfert de surface se fera. Le pâturage hivernal de prairies permanentes. En fait, il est interdit dans certaines situations. C'est ça qu'on va voir. Si l'exploitant accueillant les ovins souhaite accéder à l'aide complémentaire liée à la charge en bétail, c'est complètement interdit. Enfin, ça n'a aucun intérêt parce que dès que vous allez aller pâturer sur ces parcelles avec vos moutons, sur ces parcelles de prairies permanentes bovins, ces prairies ne seront plus éligibles à l'aide complémentaire
Donc, si elles sont plus éligibles à l'aide complémentaire liée à la charge en bétail, il ne la touchera pas. S'il souhaite l'avoir, il n'aura plus accès à ça. S'il est entre 0,6 et 2 UGB à l'hectare, ça lui fait quand même 68 € de perdu sur l'ensemble de ses prairies permanentes. Par contre, si l'exploitant qui accueille les ovins ne souhaite pas accéder à l'aide complémentaire liée à la charge en bétail, parce qu'il a une charge trop haute, par exemple, ou une charge trop faible, et qu'il souhaite du coup pas y accéder, s'il n'a aucune brebis, aucun élevage, et donc il a 0 UGB, c'est tout à fait possible. En fait, tout simplement, vous allez pâturer avec vos moutons et ils n'accèdent pas à la partie de l'éco-régime conditionnée à la charge en bétail, donc ils n'accèdent pas au deuxième niveau de prime. Voilà. Donc en somme, ce n'est pas interdit, mais c'est quand même bloquant financièrement si l'exploitant a des bovins, par exemple, ou des chevaux, et qui souhaite accéder à l'aide, au deuxième niveau d'aide complémentaire. Alors, le pâturage hivernal des couverts végétaux, lui, il est tout à fait possible. Donc, si vous allez pâturer chez quelqu'un qui a des prairies permanentes et des bovins et qui souhaite avoir accès à l'éco-régime prairie permanente conditionnée à la charge en bétail, ça n'aura aucune influence ni sur votre charge en bétail, ni sur celle du preneur. Ni sur donc la charge en bétail, ça n'influencera pas. Donc, on ne rajoutera pas des UGB chez lui, on n'en retirera pas chez vous. Et on ne retirera pas de la superficie fourragère chez le cédant et on ne vous en ajoutera pas, vous, en tant que preneur. Donc voilà, strictement aucune différence. Le pâturage découvert est relativement simple à ce niveau-là. Le pâturage de tous les autres cultures que prairies, donc le maïs sur pied, par exemple, même si le maïs compte comme superficie fourragère, si vous le pâturez sur pied avec un contrat de pâturage, le contrat de pâturage ne sera pas pris en compte. Les vignes, les bosquets, les tournières enherbées, tout ça, si ce ne sont pas des codes culture prairiales, ils ne seront pas considérés comme contrat de pâturage avec transfert des hectares. Donc, ça n'a aucune influence sur la charge en bétail, ni du preneur, ni du cédant, ce qui est quand même relativement positif. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cet éco-régime. Oui, Nicolas. Oui. Je me fais part de l'inquiétude de plusieurs éleveurs, à la fois dans ta présentation et à la fois sur le site du SPW, le petit tableau où on voit les valeurs UGB des animaux. Par exemple, pour les bovins, il est spécifié génisse de moins de 2 ans, taurillon de plus de tel âge. Pour les moutons, il est marqué ovin, caprin. C'est tout ce qui est marqué. Ouais, et certains éleveurs ont contacté l'administration de la région wallonne et leur interlocuteur, que je ne citerai pas, leur interlocuteur est assez vague. Et je pense que ici, toi, tu as affirmé que ovin, caprin, c'était mâle et femelle de plus de 6 mois. J'espère que c'est comme ça, mais c'était écrit nulle part. C'était écrit nulle part sur le site du SPW. Et l'interlocuteur des éleveurs qui m'ont fait part de leur inquiétude était assez vague sur le système. Et donc, il ne faut absolument pas que dans le système de la PAC, on considère tous les ovins qui sont déclarés au 15 décembre, y compris ceux qui ont moins de 6 mois. Donc, il faudrait peut-être vraiment veiller à ce qu'on spécifie de quel ovin et caprin on parle dans la législation. Ce sera peut-être fait dans le moniteur, mais pour l'instant, sur le site du SPW, ce n'est pas le cas. Et je le répète, même certaines personnes de l'administration ont été vagues à ce propos-là. En fait, moi, je suis basé sur le plan stratégique wallon, qui lui spécifie qu'en fait, il y a 3 lignes. Il y a une ligne à 0 et 2 lignes à 0,1. Donc, c'est ovin de 0 à 6 mois, c'est 0. De 6 à 12, c'est 0,1. Et de 12 à plus, c'est 0,1. Moi, je me suis basé sur ça pour sortir. Le tableau ici, c'est un copier-coller, une capture d'écran du site du SPW. Et effectivement, il n'est pas spécifié sur ce tableau-ci, que ce sont les plus de 6 mois. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu dans le plan stratégique, et je m'étonnerais m'étonnerait qu'il s'en éloigne à ce niveau-ci par rapport à ça, c'est de 0 à 6 mois, c'est 0. Et les plus de 6 mois comptent d'office. Oui, mais espérons que c'est bien dans ce sens-là. Ce qui serait logique, sans quoi ce serait discriminatoire pour les éleveurs en fonction de leur période d'agnelage. Ah, effectivement, un éleveur qui ferait agneler au mois de novembre serait très, très rapidement pénalisé négativement avec des ovins qui n'iraient jamais en prairie, techniquement, puisqu'ils seront tués au mois de mars-avril. Ok. Ben, soyez attentifs. Merci, Nicolas. Bien sûr. Bon, je ferai attention.
Oui, moi je veux peut-être intervenir là-dessus. En effet, je rejoins Philippe. J'ai découvre que ça n'a pas été précisé, mais je vais redemander confirmation et c'est pareil pour les équidés. Au cas où il y en a qui seraient concernés, c'est également des équidés de plus de 6 mois qui rentrent dans une charge en théorie. Mais cela doit être normalement noté et précisé. Logiquement, c'était précisé pour la valeur UGB de l'ancienne échelle. Ici, ce n'est pas le cas, mais en toute logique, ce sont bien des ovins et des caprins de plus de 6 mois. Et pareil pour les équidés, les cervidés et les camélidés, je ne sais pas et donc je ne me prononce pas. Sur cervidés et camélidés, j'avoue que je n'ai pas cherché non plus. Non, mais les cervidés, il y en a très peu, et les camélidés, c'est parce qu'il y a de plus en plus de présence de lama ou d'alpaga, notamment sur des poulaillers plein air, où ils peuvent jouer un rôle de protection par rapport aux rapaces. Il y a eu des études en France à ce niveau-là, et il y en a certains qui chercheraient peut-être à les mettre avec les moutons aussi pour avoir un rôle dissuasif par rapport aux loups, mais ça resterait aussi à prouver. Mais il y a eu des demandes à l'administration pour ce cas-là, et c'est pour ça que le terme camélidé est rentré euh, est rentré sur le fichier qui au début ne comprenait que les cervidés. Ok, je ne savais pas. Merci beaucoup, Denis. Je t'en prie. Mais là, effectivement, cervidés et camélidés, je ne me suis pas renseigné parce que j'avoue ne pas avoir trouvé facilement l'information. Mais pour ovin caprin, moi, de ce que j'ai vu dans le plan stratégique, c'est 0,6. Enfin, 0 pour les moins de 6 mois. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à cet éco-régime, donc prairie permanente conditionnée à la charge en bétail. Oui, moi j'avais justement une question parce que j'avais justement rendez-vous pour ma déclaration aujourd'hui auprès de l'administration et quand j'ai demandé, elle m'a dit ah, bah, de toute façon ça c'est plus tard et visiblement c'est automatique. Mais dans le cas où justement on a des apports de fientes chez nous sur une partie de nos prairies, voilà, comment est-ce qu'on pourrait par exemple demander l'éco-régime avec le bonus mais que pour une partie de nos prairies et pas tout? Parce que j'ai l'impression qu'au final, c'est automatique et qu'on ne peut pas sélectionner le… En fait, ce qui va se passer, hein, donc pour la notion de fiente, donc il va y avoir différents cas de figure. Si tu es au-dessus des fameux 0,6, hein, ici, si tu es au-dessus avec un LS au-dessus de 0,6 et que tu en importes, de prime abord, essaye d'abord de les mettre sur les prairies temporaires et sur les cultures avant les prairies permanentes, et plutôt réorienter tes fumiers, par exemple, sur les prairies permanentes. Mais si tu ne sais pas le faire et que tu dois mettre ces fientes-là, issues ou non de ton exploitation, hein, donc peu importe d'où viennent les fientes, si tu dois les mettre sur les prairies permanentes, l'éco-régime se demande pour l'exploitation, pour l'entièreté des prairies permanentes. Donc l'éco-régime, tu le demandes soit pour tout, soit pour rien. Donc, moi, je te conseille de le demander pour tout. Et tu te feras en fait refuser les parcelles sur lesquelles tu auras mis de la fiente de poule. Ok. Donc voilà. Donc il y a quand même moyen de le contourner. Si tu as l'occasion de mettre ces fientes-là sur les autres et de mettre plutôt les fumiers de tes moutons ou tes vaches sur les prairies permanentes, fais-le, tu n'auras pas de souci du coup. Et tu pourras importer, même si ton LS est supérieur à 0,6, hein, si tu as un LS de 0,8, tu peux importer. Tu peux juste pas le mettre sur les prairies permanentes. Ce n'est que ça. Hein. Ça, okay. Mais donc, importer et pendre sur d'autres parcelles, tu peux ça. Oui. Et pour refuser sur certaines parcelles, justement, tu sais expliquer un peu la méthode, la démarche à avoir? Et donc, si tu veux en mettre des fientes et que tu as un LS supérieur à 0,6 sur des parcelles de prairies permanentes, en fait, tu ne peux pas dire je vais refuser celle-là. Tu vas juste, en tout cas pour cette année-ci, c'est comme ça que je l'ai compris, tu vas juste te faire refuser la parcelle, en fait. Oui, c'est ça, c'est après coup, quoi. Dans les analyses, après coup, quand on devra faire part du carnet de culture, qu'elle sera déduite. Okay. C'est ça, elles seront déduites automatiquement. Ok, d'accord. Tu ne peux pas demander cette parcelle-là, j'en veux, et cette parcelle-là, j'en veux pas. Tu dois demander l'éco-régime pour tout le monde et on te refusera des parcelles. Ok, ça va très bien. Merci. De rien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Ok, donc je vais continuer alors. Donc, juste encore deux petits points, mais qui peuvent quand même être très, très impactants pour l'agriculture biologique et la MAEC autonomie fourragère, donc la MB13.
En fait, donc, les ovins caprins sont descendus de 0,15 à 0,1 UGB. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même une diminution d'un tiers. Hein. Donc, là où on mettait 4 brebis à l'hectare pour être à 0,6 UGB, on doit en tenir 6, hein, ce qui n'est quand même pas négligeable en termes d'intensification quand on doit travailler sur des prairies permanentes en période de sécheresse. L'autonomie fourragère, hein, donc avec ces seuils de 1,4 et 1,8 UGB par hectare de superficie fourragère, ils sont plus faciles à atteindre pour les éleveurs intensifs. Mais du coup, ça va être beaucoup plus complexe pour le niveau des aides bio, notamment avec le seuil minimal de 0,6, qui est plus compliqué à atteindre que par le passé, puisqu'il faut 50% d'animaux en plus à détenir par hectare, ce qui, dans certaines situations, va être très, très compliqué. En tout cas, parfois même plus compliqué que la logique agronomique, qui consisterait à mettre un nombre d'animaux en lien avec la production fourragère. Donc, par contre, le principe en bio, il sera le même que pour l'écorégime prairie permanente. Si vous avez 15 hectares et 0,3 UGB, vous aurez des aides bio que sur 7,5 hectares, donc de prairies, hein, précisons quand même bien, dans le groupe prairie. Hein, donc, il y a les différents groupes de cultures en bio, et c'est sur le groupe prairie. Donc voilà, ça c'est le gros inconvénient. Et donc, pour calculer ça, vous allez utiliser la même méthode que celle que j'ai explicitée pour l'écorégime prairie permanente. Vous avez vos UGB qui seront fixés. Et après, vous connaissez votre superficie fourragère que vous fixez au moment de votre déclaration de superficie. Et avec ça, vous savez calculer votre charge en bétail. Donc, c'est relativement simple en ce sens que c'est toujours 0,1 pour un mouton. Et ce sont les mêmes valeurs partout. Donc, 0,6 UGB par hectare, c'est la même chose pour l'écorégime prairie permanente, pour les aides bio, pour l'autonomie fourragère. Donc, vous allez retrouver ça à différents niveaux. Ce seront toujours les mêmes systèmes et les mêmes façons de calculer. Et donc, effectivement, dans l'aide bio, ça peut poser problème pour les personnes plus extensives, en tout cas. Donc, voilà. Moi, j'ai terminé. Je vous avais dit, donc c'était une courte présentation hein, d'1 heure. Je vois qu'on a fait ça en 50 minutes, dont l'objectif était vraiment de parler que de ce qui concernait les ovins et les caprins. Voici nos coordonnées, donc vous pouvez toujours nous contacter, hein, mon collègue Benjamin et moi-même, soit par téléphone, soit par mail, on est là pour ça. La vidéo de présentation va être utilisée pour la diffuser sur YouTube, pour pouvoir permettre à tout un chacun de la visionner par la suite. Effectivement, comme je l'ai dit, il y a encore des sujets qui vont évoluer, hein, notamment sur l'écorégime prairie permanente, cette notion de contrat de pâturage et de calcul de la superficie fourragère. Sur les pénalités en aide couplée, en tout cas, on va mieux comprendre ce qui se passe. Mais on voulait faire un petit état des lieux pour savoir quel mouton compte pourquoi et à quel moment.